Chapitre 23. La commission du 2 juin siégeait habituellement le lundi. Alexis Alexandrovitch entra dans la salle des séances, salua, comme à l'ordinaire, les membres de la commission et le président, et s'assit à sa place en posant la main sur les papiers préparés devant lui. Parmi ces papiers se trouvaient des renseignements dont il avait besoin et le texte de la déclaration qu'il comptait faire. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de référence. Il se souvenait de tout et n'avait pas jugé utile de repasser dans sa mémoire ce qu'il allait dire. Il savait que lorsque viendrait le moment et lorsqu'il verrait devant lui le visage de son adversaire, s'efforçant vainement de se donner un air indifférent, le discours qui lui monterait aux lèvres serait plus éloquent que tout ce qu'il aurait pu préparer. Il sentait que le contenu de son discours était si élevé que chacun de ses mots aurait une portée. Pourtant, en écoutant le rapport habituel, il avait l'air le plus innocent et le plus inoffensif. Personne n'eût pensé, en regardant ses mains blanches aux veines gonflées, palpant tendrement de leurs longs doigts les bords de la feuille de papier blanc posée devant lui, et sa tête inclinée de côté avec une expression de lassitude. Personne n'eût pensé que de ses lèvres allaient sortir des discours qui soulèveraient une tempête épouvantable, forceraient les membres de la commission à vociférer en s'interrompant l'un l'autre, et le président à les rappeler à l'ordre. Lorsque le rapport fut terminé, Alexis Alexandrovitch, de sa voix douce et grêle, annonça qu'il désirait communiquer à l'Assemblée certaines observations concernant l'établissement des halogènes. L'attention se tourna vers lui. Alexis Alexandrovitch toussota pour s'éclaircir la voix, et, sans lever les yeux sur son adversaire, mais attachant ses regards, comme il faisait toujours lorsqu'il prononçait ses discours, sur le premier visage qui s'offrait à lui, en l'espèce celui d'un petit vieillard paisible, qui ne jouait pas le moindre rôle au sein de la commission, il commença à exposer ses vues. Lorsqu'on en vint aux lois fondamentales de l'Empire, son adversaire bondit et commença à riposter. Stremov, qui était lui-même membre de la commission et qui était piqué au vif, voulut se justifier. La séance fut houleuse, mais Alexis Alexandrovitch triompha et sa proposition fut acceptée. On décida la création de 3 nouvelles commissions, et le lendemain, dans certains milieux pétersbourgeois, il n'était question que de cette séance. Le succès d'Alexis Alexandrovitch fut même plus grand qu'il ne l'espérait. Le lendemain matin, le mardi, Alexis Alexandrovitch, en se réveillant, se rappela avec plaisir sa victoire de la veille et ne put s'empêcher de sourire, quoiqu'il eût voulu paraître indifférent, lorsque son chef de cabinet, désireux de le flatter, lui fit part des bruits parvenus jusqu'à lui au sujet de ce qui s'était passé à la commission. Tandis qu'il travaillait avec son chef de cabinet, Alexis Alexandrovitch oublia complètement que c'était mardi, jour fixé pour le retour d'Anna Arkadievna. Aussi, fut-il désagréablement surpris lorsqu'un domestique vint lui annoncer son arrivée. Anna était rentrée de bonne heure à Pétersbourg. Elle avait demandé une voiture par dépêche. Son mari ne pouvait donc pas ignorer son retour. Mais lorsqu'elle débarqua, il n'était pas là pour l'accueillir. On lui dit qu'il n'était pas encore sorti de ses appartements et s'entretenait avec son chef de cabinet. Elle fit prévenir son mari de son arrivée, passa dans son bureau et s'absorba dans le rangement de ses affaires, attendant qu'il vînt la retrouver. 1 heure passa sans qu'il parût. Elle se rendit dans la salle à manger, sous prétexte de donner des ordres, et parla à dessein à haute voix, pensant que cela le ferait venir. Mais il ne se montra pas, quoiqu'elle l'eût entendu reconduire son chef de cabinet jusqu'à la porte du bureau. Elle savait qu'il partait aussitôt après au ministère, et désirait le voir avant afin de régler leur rapport futur.
Elle traversa le grand salon et se dirigea d'un pas décidé vers les appartements de son mari. Lorsqu'elle entra dans son cabinet, il était en uniforme, visiblement prêt à sortir, assis près d'un guéridon où il était accoudé et regardait devant lui d'un air mélancolique. Elle le vit avant qu'il ne l'aperçût, et elle devina qu'il pensait à elle. En la voyant entrer, il voulut se lever, hésita, rougit, ce qui ne lui arrivait jamais, puis se leva enfin précipitamment et vint à sa rencontre en regardant non pas ses yeux, mais plus haut, son front et sa coiffure. Lorsqu'il fut près d'elle, il lui prit la main et lui offrit de s'asseoir. « Je suis très content que vous soyez rentré, fit-il, en s'asseyant à côté d'elle, avec le désir évident de dire quelque chose. Il ne put continuer. Plusieurs fois, il voulut commencer à parler, mais il s'arrêta. Bien qu'elle se fût préparée à le mépriser et à lui donner tort, elle ne savait que lui dire. Il lui faisait pitié. Le silence se prolongea assez longtemps. « Serge va bien ?» dit-il. Et sans attendre la réponse, il ajouta « Je ne dînerai pas à la maison aujourd'hui. Je dois m'en aller, tout de suite. »« Je voudrais partir pour Moscou, » dit-elle. « Non, vous avez très bien fait de rentrer, » dit-il, et il se tut de nouveau. Voyant qu'il n'avait pas la force de parler, ce fut elle qui commença. « Alexis Alexandrovitch, » dit-elle, en le fixant et sans baisser les yeux sous le regard attaché à sa coiffure. « Je suis une criminelle, une mauvaise femme, mais je reste ce que j'étais, ce que je vous ai avoué être l'autre jour, et je suis venu vous dire que je ne pouvais changer. »« Je ne vous demande pas cela, » dit-il, en la regardant soudain dans les yeux d'un air haineux et résolu. « C'est bien ce que je supposais. » Sous l'effet de la colère, il était visiblement rentré en possession de toutes ses facultés. « Je vous l'ai dit et écrit, et je vous le répète, » reprit-il de sa voix grêle et incisive. « Je ne suis pas tenu de le savoir. Je veux l'ignorer. Toutes les femmes n'ont pas, comme vous, la bonté de se hâter d'annoncer une nouvelle aussi agréable à leur mari. » Il appuya sur le mot « agréable. » « Je l'ignorerai tant que le monde n'en sera pas averti, tant que mon nom ne sera pas déshonoré. Aussi, je vous préviens que nos relations doivent demeurer ce qu'elles ont toujours été, et que c'est seulement au cas où vous vous compromettriez que je prendrai des mesures pour protéger mon honneur. Nos relations ne peuvent rester ce qu'elles étaient, reprit Anna timidement, en le regardant avec effroi. En retrouvant ses gestes calmes, cette voix perçante, enfantine et moqueuse, sa pitié disparut devant la répulsion qu'il lui inspirait. Elle n'éprouvait plus que de la crainte, mais elle voulut coûte que coûte préciser leur relation. « Je ne puis être votre femme quand je... » commença-t-elle. Il eut un sourire froid et mauvais. « Sans doute le genre de vie que vous avez choisi. Sans doute le genre de vie que vous avez choisi se reflète-t-il dans votre manière de voir. Mais je respecte trop votre passé et méprise trop le présent pour que mes paroles prêtent à l'interprétation que vous leur donnez. » Anna soupira et baissa la tête. « D'ailleurs, je ne comprends pas, » poursuivit-il en s'échauffant. « Comment une femme aussi indépendante que vous, qui n'hésite pas à prévenir son mari de son infidélité et qui n'y voit rien de coupable, ait des scrupules à remplir ses devoirs à l'égard de son mari. Alexis Alexandrovitch, que voulez-vous de moi? Je veux ne jamais rencontrer ici cet homme. Je veux que vous vous conduisiez de telle sorte que ni le monde ni nos domestiques ne puissent vous accuser. J'exige que vous ne le voyiez plus. Il me semble que ce n'est pas beaucoup demandé. En échange, vous jouirez des droits d'une honnête femme sans en remplir les obligations. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, il est temps que je parte. Je ne dîne pas à la maison. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Anna se leva aussi.
Il s'inclina sans mot dire, et la laissa passer. Chapitre 24. La nuit qu'il avait passée sur la meule fut décisive pour Levin. Il prit en aversion ce domaine qu'il gérait et qui perdit tout intérêt pour lui. Malgré une récolte magnifique, jamais, du moins il le croyait, il n'avait connu autant de revers ni de difficultés avec les paysans que cette année-là, et la raison de ses échecs et de cette hostilité était maintenant transparente pour lui. Le charme qu'il avait trouvé dans le travail lui-même, le rapprochement qui en était résulté entre lui et les paysans, la jalousie qu'il leur avait portée et le désir d'adopter leur vie qui s'était traduit cette nuit-là non seulement par des rêves, mais par un plan de conduite minutieusement élaboré. Tout cela avait tellement changé son point de vue qu'il ne pouvait plus trouver le même intérêt qu'autrefois à son exploitation et ne pouvait plus ignorer ces discussions qui formaient la toile de fond de son existence. Un troupeau de vaches sélectionnées, comme Pava, une terre engraissée et labourée à la charrue, 9 champs d'égale étendue entourés de clés, 90 arpents fertilisés au fumier, des semeuses, modèles, etc. Tout cela eût été parfait s'il avait fait le travail seul ou avec des amis qui fussent d'accord avec lui. Mais il voyait maintenant, clairement, l'étude qu'il préparait sur l'économie rurale, où il démontrait que l'élément principal d'une exploitation devait être l'ouvrier, l'y avait beaucoup aidé. Il voyait maintenant clairement que son entreprise se réduisait à une lutte cruelle, acharnée entre lui et les ouvriers. D'un côté, du sien, un effort constant pour obtenir des types perfectionnés, de l'autre, l'ordre naturel des choses. Et dans cette lutte, il voyait qu'avec une tension de toutes ses forces d'une part, et de l'autre une incurie totale, on n'arrivait à d'autres résultats qu'à gaspiller en pure perte des instruments, du bétail et des terres d'excellente qualité. Et surtout, non seulement l'énergie qu'il avait dépensée était perdue, mais il ne pouvait pas ne pas sentir, maintenant qu'il ne faisait plus d'illusions sur la portée de son activité, que le but qu'il poursuivait était indigne. Au fond, à quoi se réduisait la lutte qu'il menait? Il défendait âprement son bien, et il ne pouvait faire autrement, car cela lui affaiblit et il n'eut plus assez d'argent pour payer ses ouvriers. Et les paysans, eux, prétendaient continuer à travailler tranquillement et agréablement, comme ils y étaient habitués. Il était de son intérêt que chaque ouvrier travaillât le plus possible, sans perdre de temps, qu'il s'efforçât de ne pas casser les semeuses, les herses, les batteuses, qu'il réfléchît à ce qu'il fallait. Mais l'ouvrier, lui, entendait travailler le plus agréablement possible, avec des intervalles de repos, et surtout, sans réfléchir ni se tracasser. Cet été-là, Levin se heurtait à chaque pas à cet obstacle. Il avait ordonné de faucher pour le fourrage de médiocres arpents de trèfle envahis par les mauvaises herbes et impropres au semail. On lui avait fauché son meilleur trèfle de semences en prétextant que c'était l'ordre du régisseur, et on avait voulu le consoler en lui assurant que le foin serait superbe. Mais il savait que cela provenait uniquement de ce que ces champs-là étaient plus faciles à faucher.
Il avait acheté une faneuse. Elle avait été cassée tout de suite, parce que cela ennuyait le moujik de rester assis sur son siège, pendant que les ailes de la machine tournaient au-dessus de sa tête. Et on lui avait vite dit « Ne vous inquiétez pas, les femmes auront vite fait de retourner le foin. » Les charrues se révélèrent inutilisables, parce qu'il ne venait pas à l'idée de l'ouvrier d'abaisser le coutre. Manœuvrant sa machine à la force du poignet, il fatiguait ses chevaux et abîmait la terre. Et l'on priait Lévin de ne pas s'inquiéter. Les chevaux avaient piétiné le froment parce qu'aucun des hommes ne voulait être de garde la nuit. Les paysans avaient organisé un roulement, bien que ce fût interdit, et Vanka, qui avait travaillé tous les jours, s'était endormi. Il reconnaissait sa faute. 3 des meilleurs génisses avaient crevé parce qu'on les avait lâchés sans eau sur le regain de trèfle. Personne n'avait voulu croire que c'était le trèfle qui les avait gonflés. Mais on racontait à Lévin, pour le réconforter, que le voisin avait perdu 112 têtes de bétail en un jour. Rien de tout cela n'était dû à la malveillance. Au contraire, Lévin savait qu'on l'aimait, qu'on le trouvait simple, ce qui était le plus beau compliment. Mais cela provenait de ce que les paysans voulaient travailler gaiement et sans souci, et de ce que les intérêts de leur maître non seulement leur étaient étrangers et incompréhensibles, mais s'opposaient fatalement à leurs propres intérêts. Depuis longtemps, Lévin sentait que les hommes étaient mécontents de sa façon de mener son exploitation. Il voyait que sa barque coulait sans voir par où l'eau pénétrait, parce qu'il essayait de se donner le change. Il ne lui serait rien resté s'il avait perdu ses illusions. Maintenant, il ne pouvait plus être dupe de lui-même. Maintenant, l'entreprise qu'il dirigeait non seulement ne l'intéressait plus, mais le rebutait, et il n'avait plus aucune ardeur au travail. À cela s'ajoutait la présence, à 30 verstes de lui, de Kitty Shcherbatsky, qu'il désirait aller voir sans pouvoir s'y résoudre. Daria Alexandrovna, lorsqu'il était allé lui rendre visite, l'avait prié de revenir pour renouveler sa demande à sa sœur qui, aussi qu'elle le lui donnait à entendre, l'accueillerait maintenant. Lévin lui-même, en revoyant Kitty, avait compris qu'il n'avait pas cessé de l'aimer. Mais il ne pouvait se rendre chez les Oblonsky en sachant qu'elle était là-bas. Sa demande et le refus de Kitty avaient élevé entre elle et lui une barrière infranchissable. Je ne puis lui demander d'être ma femme uniquement parce qu'elle ne peut être la femme de celui qu'elle aurait désiré comme époux, se disait-il. Cette pensée le refroidissait et le remplissait d'animosité envers Kitty. Je n'aurais pas la force de lui parler sans ressentiment, de la regarder sans rancune, et elle me haïrait encore plus. Et d'ailleurs, comment pourrais-je aller les voir après ce que m'a dit Daria Alexandrovna ? Pourrais-je faire semblant de ne pas savoir ce qu'elle m'a dit ? Et je viendrai, plein de grandeur d'âme, lui accorder mon pardon. Je jouerai devant elle le rôle de celui qui pardonne et qui condescend à lui offrir son amour. Pourquoi Daria Alexandrovna m'a-t-elle dit cela ? Si je pouvais la rencontrer par hasard, tout se ferait de soi-même. Mais maintenant, c'est impossible, impossible. Daria Alexandrovna lui envoya un billet pour lui demander une selle de dame pour Kitty. « On m'a dit que vous aviez une selle, » lui écrivait-elle. « J'espère que vous l'apporterez vous-même. » C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Comment une femme intelligente et délicate pouvait-elle humilier ainsi sa sœur ? Il écrivit 10 lettres, qu'il déchira toutes et envoya la selle sans réponse. Écrire qu'il venait était impossible, puisqu'il ne pouvait pas venir. S'excuser en prétextant un empêchement ou un voyage était pire encore. Il envoya donc la selle sans réponse et avec le sentiment d'avoir mal agi. Il confia dès le lendemain à son régisseur la direction de ce domaine qui lui était devenu odieux et partit dans un lointain district, chez son ami Sviajski,
qui lui avait écrit dernièrement pour l'inviter à chasser la bécassine double. Les marais giboyeux du district de Sourov attiraient Levin depuis longtemps, mais il avait jusqu'à présent été retenu par ses occupations. Maintenant, au contraire, il était content de s'éloigner du voisinage des Sherbatsky, et surtout de son domaine. La chasse avait toujours été le meilleur remède à tous ses ennuis. Chapitre 25. Dans le district de Sourov, il n'y avait ni chemin de fer, ni route postale. Aussi Levin dut-il partir en tarantasse, traîné par ses propres chevaux. À mi-chemin, il fit halte chez un riche moujik. Celui-ci, un vieillard chauve bien conservé, avec une grande barbe rouge grisonnant près des joues, ouvrit le portail en se serrant contre un des battants pour laisser passer la troïka. Le vieux indiqua une place au cocher, sous un auvent, à côté de charrues brûlées, dans une grande cour neuve bien tenue, et pria Levin d'entrer chez lui. Une jeune femme proprement vêtue, pieds nus dans des caoutchoucs, lavait le plancher dans l'entrée. Elle prit peur à la vue du chien qui entrait derrière Levin et poussa un cri. Mais aussitôt après, elle se mit à rire de sa frayeur quand on lui dit que le chien ne la toucherait pas. De son bras nu jusqu'au coude, elle désigna à Levin la porte de la pièce principale et reprit son travail, courbé vers le plancher, cachant ainsi son joli visage. « Faut-il allumer le samovar » demanda-t-elle. « Oui, s'il vous plaît. » La pièce était spacieuse, avec un poêle hollandais et une cloison qui la séparait en deux. Sous les images se trouvait une table ornée de dessins, une banquette et 2 chaises. Près de l'entrée, il y avait une petite armoire contenant la vaisselle. Les volets fermés ne laissaient pas entrer les mouches et tout était si propre que Levin craignait que Laska, qui avait trotté sur le chemin et barboté dans les mares, ne salît le plancher. Il lui désigna une place dans un coin, près de la porte. Après avoir fait du regard le tour de la pièce, Levin sortit dans l'arrière-cour. La gracieuse jeune femme en caoutchouc, balançant sur ses épaules la planche qui supportait les seaux vides, passa à côté de lui et courut chercher de l'eau au puits. « Dépêchons !» lui cria le vieux gaiement, et il rejoignit Levin. « Alors, monsieur, vous allez chez Nicolas Ivanovitch Viaski ? Il vient aussi chez nous, commença-t-il en s'accoudant sur la balustrade du perron, avec le désir manifeste de bavarder. Au milieu du récit des relations du vieillard avec Sviajski, le portail se mit à grincer de nouveau, et des ouvriers entrèrent dans la cour, revenant des champs avec les herses et les charrues. Leurs chevaux paraissaient vigoureux et bien nourris. Les ouvriers étaient visiblement de la famille. 2 d'entre eux, des hommes jeunes, portaient des blouses d'indienne et des casquettes. Les 2 autres, un jeune et un vieux, en blouse de grosse toile, étaient des ouvriers de louage. Le vieux quitta le perron, se dirigea vers les chevaux et commença à dételer. « Qu'a-t-on labouré » demanda Levin. « Les champs de pommes de terre. Nous avons aussi notre petit lopin. Pédote, attache le hongre près de l'abreuvoir. On en attellera un autre. »« Dis-moi, père, j'avais dit de prendre les socs. Est-ce qu'on les a apportés ?» demanda un grand et robuste garçon, sans doute le fils aîné. « Ils sont dans le traîneau, » répondit le vieux en enroulant les guides qu'il avait ôtés et en les jetant par terre. « Arrange ça avant le dîner. » La jeune femme rentra dans la maison avec les seaux pleins qui lui tiraient les épaules. D'autres femmes surgirent, des jeunes et belles,
d'autres vieilles et d'âge moyen et laides, avec ou sans enfants. Le samovar se mit à chanter. Les ouvriers et les hommes de la famille, lorsqu'ils eurent rentré les chevaux, allèrent dîner. Levin, qui avait fait sortir ses provisions de sa voiture, invita le vieux à prendre le thé avec lui. « Mais je l'ai déjà pris tantôt, » dit le vieux, acceptant cette offre avec un visible plaisir. « Enfin, c'est pour vous tenir compagnie. » Pendant le thé, Levin apprit toute l'histoire de l'exploitation du vieux. Celui-ci avait, 10 ans plus tôt, pris 120 arpents à ferme à une dame de la région. L'année précédente, il les avait achetés et avait, de plus, loué 300 arpents à un propriétaire voisin. Une partie de la terre, la plus mauvaise, était sous-louée, et il exploitait le reste, une quarantaine d'arpents, avec sa famille et ses 2 ouvriers loués. Le vieux se plaignait du mauvais rendement du travail, mais Levin comprenait qu'il se plaignait uniquement par bienséance et que son exploitation était, au contraire, florissante. Si cela allait mal, il n'aurait pas acheté de la terre à 105 roubles l'arpent, marié ses 3 fils et son neveu, reconstruit 2 fois sa maison après des incendies et de plus en plus grandement. Malgré les doléances du vieux, on voyait qu'il était fier, à juste titre, de son bien-être, de ses fils, de son neveu, de ses brus, de ses chevaux, de ses vaches et surtout de la prospérité de son domaine. Dans le courant de la conversation, Levin apprit qu'il n'était pas hostile aux innovations. Il avait planté beaucoup de pommes de terre, et celles-ci, que Levin avait vues en arrivant, nouaient déjà alors que celles de Levin commençaient seulement à fleurir. Il labourait ses champs avec une charrue empruntée au propriétaire. Il avait semé du froment. Il sarclait son seigle et employait les herbes à nourrir ses chevaux. Ce petit détail frappa Levin. Combien de fois avait-il voulu récolter cet excellent fourrage sans pouvoir y réussir? Cela se pratiquait chez le moujik et il ne pouvait trop s'en louer. Les femmes n'ont rien à faire. Elles portent l'herbe en bas sur la route et une charrette la ramasse. Nous avons bien du mal avec les ouvriers, dit Levin, en lui tendant un verre de thé. Merci, répondit le vieux. Il prit le verre, mais refusa le sucre, en montrant un morceau grignoté qui lui restait. Mais aussi, comment espérez-vous mener à bien votre travail avec les ouvriers? C'est une ruine, sans plus. Regardez Sviajski. Nous connaissons sa terre, c'est du pain béni. Et pourtant ses récoltes ne sont pas fameuses. Tout ça à cause du manque de surveillance. Et toi, tu diriges bien tes ouvriers? Oh, nous sommes entre moujiks. Nous surveillons nous-mêmes. Celui qui ne travaille pas bien, on le met dehors. Les gars suffisent à la tâche. Père, Théogène demande du goudron, dit la femme au caoutchouc qui était rentrée. Eh oui, c'est comme ça, monsieur, dit le vieux en se levant. Il se signa à plusieurs reprises, remercia Levin et sortit. Lorsque Levin entra dans la chambre commune pour appeler son cocher, il aperçut tous les hommes de la famille à table. Les femmes restaient debout pour les servir. Un beau garçon, la bouche pleine de bouillie, racontait quelque chose de drôle, et tous riaient aux éclats. La plus gaie était la femme en caoutchouc, qui remplissait une écuelle de soupe aux choux. Le gracieux visage de la femme en caoutchouc fut probablement pour beaucoup dans l'impression d'harmonie que Levin retira de cette maison de paysans. Mais cette impression fut si forte qu'il ne put s'en défaire. Jusqu'à son arrivée chez Sviajski, il ne cessa de penser à cette famille, comme si elle exigeait une attention particulière.